Moi, je suis le docteur Fouché, effectivement, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille dans une réanimation qui s'occupe des grands brûlés et puis des malades d'hématologie, et puis des malades atteints de Covid aussi, et puis de plein d'autres types de malades différents. Mais c'est ma spécialité d'être en soins critiques. Et puis j'ai une autre casquette, vous savez, hein, c'est celle de porte-parole de Réinfo Covid, tout le monde le sait déjà, mais c'est un collectif de citoyens, de chercheurs, d'universitaires. Et puis j'en parle à chaque fois parce qu'en fait c'est une vraie aventure humaine au passage, et c'est une vraie aventure de coopération. On a une gouvernance qui est très alternative, c'est pas pyramidal, je suis pas le tyran de ce truc-là, loin de là, au contraire. Fonctionne beaucoup plus proche des motifs de gouvernance de l'université du Nou, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est à Chambéry. Et c'est assez intéressant parce que c'est une vraie expérimentation sociale et politique au passage, parce qu'on est dans essayer d'avoir le plus de clarté possible sur les règles de prise de décision, sur le partage du pouvoir, sur qui fait quoi et les rôles, et le fait de différencier les rôles et la personne. Une personne peut énergétiser plusieurs rôles différents s'il a de l'énergie, puis qu'un seul rôle, et on essaie de ne pas tout mélanger, quoi. D'accord. Donc, quand je parle, en fait, j'ai tous ces gens-là derrière moi, et ça fait du bien, parce qu'à la fois, ils me donnent des datas, et à la fois, ils donnent de l'énergie et du courage. Et puis, j'ai travaillé sur de l'éthique, moi, en fait, aussi. J'ai un Master 2, c'est l'équivalent d'un DEA pour les gens qui sont un peu plus âgés, en éthique médicale, avec une spécialisation dans l'anthropologie de la technique, un peu dans la suite, pour ceux qui connaissent un petit peu de Ivan Illich, puis Jacques Ellul, et puis les gens qui ont travaillé sur la technique, et puis Éric Sadin, plus récemment, qui est une plume en philosophie de la technique, qui est vraiment, que je conseille à tout le monde, quoi. Il a écrit beaucoup de choses très intéressantes ces dernières années, qui mettent en évidence la part sombre du numérique, en fait, dans nos vies, et à quel point ça transforme de l'intérieur les motifs politiques, sociaux, économiques, scientifiques. Et c'est vraiment assez passionnant. Mais ça me donne un regard, on pourrait dire, technocritique. Donc, si on veut parler de lien d'intérêt, moi, je fais partie des technocritiques, quoi. C'est-à-dire essayer de faire que le groupe social et politique arrive à critiquer la technique et à en faire le meilleur bien commun, et pas subir ce que les ingénieurs, les marchands, les multinationales qui sont derrière veulent faire de la société, au contraire. Donc, pour se réapproprier la technique et qu'elle soit conviviale, là, ça rejoint Ivan Illich. Ça va? Du coup, D'accord. j'ai pas de conflit d'intérêt dans l'histoire du Covid-19. J'ai des liens d'intérêt, c'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est d'essayer que les gens puissent disposer d'une information qui soit claire, loyale et appropriée, on dit en médecine. C'est-à-dire voilà, c'est pas forcément objectif, mais en tout cas qu'il y ait d'autres sons de cloche alternatifs et probablement divergents au son de cloche dominant, à la doxa, hein, c'est l'opinion dominante, quoi. D'accord, bah écoutez, merci. On va revenir un petit peu sur ces casquettes. Alors justement, actuellement, en termes de travail en réanimation, comment ça se passe? Quelle est la situation? Alors, je peux vous parler de la situation à Marseille, puisque la situation n'est pas uniforme sur tout le territoire français. Il y a des grandes diversités. Il y en a eu tout le long des différentes épidémies de Covid qui ont déjà eu lieu, hein. On peut dire qu'il y a eu deux grands moments épidémiques. Puis là, est-ce qu'il y a un troisième moment épidémique? Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une régression des cas en réanimation. Et dans la réanimation où je travaille, par exemple, ça s'est vidangé complètement. On n'avait plus qu'un seul patient qui était là depuis plus d'un mois et demi, en fait, qui avait fait une forme très grave et qui était un peu dans les séquelles de son passage en réanimation, avec ce qu'on appelle une neuromyopathie de réanimation, c'est-à-dire tous ces muscles qui ont complètement fondu à cause de la sédation prolongée, de la ventilation mécanique, de la nutrition qui n'est pas optimale quand vous êtes complètement endormi, des corticoïdes, des curares. Toutes ces choses-là font qu'à la fin, les gens sortent avec ce qu'on appelle une tétraparésie de réanimation, un peu comme s'ils étaient tétraplégiques, puis ça régresse doucement, doucement. Ça fait que tous leurs muscles sont atteints et le sevrage respiratoire est très difficile, récupérer les muscles est très difficile et ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il y avait un patient qui était toujours dans cet état-là. Et puis il y a eu une réaugmentation des cas, mais on est resté sur un petit fond en fait de cas sur l'ensemble de l'assistance publique et sur tout PACA, sur un petit fond de cas qui correspondait à peu près un tiers des lits de réanimation de basal, quoi, on va dire. Et puis il y a une réaugmentation du nombre de cas, du nombre de tests positifs et du nombre de cas positifs, et, pas vraiment d'augmentation en réanimation pour le moment, mais on s'est réarmé pour refaire face à ce qui serait peut-être une troisième épidémie, effectivement.
Donc là, on a réouvert des lits spécifiquement dédiés au Covid dans ma réanimation. Donc oui, probablement il se passe quelque chose, quoi. D'accord. Après, moi, je Euh, suis quelqu'un de pragmatique et mon métier, c'est de gérer le stress, hein, donc j'ai pas de, pas de stress a priori. D'autant plus qu'on progresse au fur et à mesure. Voilà, on devient meilleur en meilleur en fait dans la prise en charge. Par contre, il y a encore beaucoup de choses à faire dans la prise en charge avant, avant la réanimation. La réanimation, c'est le bout du chemin, c'est quand les gens ils sont déjà très graves. Et en fait, c'est bon, voilà, nous on va essayer d'optimiser ce qu'on fait, mais c'est pas à ce moment-là que se joue vraiment le gros du travail. d'accord. Ce serait plutôt sur tout ce qui est traitement précoce, en fait. Ouais, tout à fait. Sur les traitements précoces, mais pas seulement sur les traitements. Faut comprendre que c'est pas qu'une histoire de traitement, c'est aussi une histoire euh, de chaîne logistique de traitement, d'organisation des soins finalement. On dit filière de soins, nous, dans notre jargon. Qu'est-ce que j'entends par là? Et puis de médecine générale aussi, hein, c'est-à-dire de prévention, de travail sur l'immunité, de travail sur essayer de faire partie de ce groupe de gens qui peuvent se voir traversés par le virus, mais qui vont jamais faire de formes graves, vont faire des formes aussi symptomatiques. C'est l'immense majorité déjà, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur tous les tests positifs, il y en a plus de 86%, 85%, 87% qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire, il ne se passe rien pour eux. Ils n'ont même pas vu passer le virus. On a juste détecté qu'ils avaient du virus dans le nez dans le test. Puis il y en a 93 à 97% des gens, puis ça dépend des séries, mais ça peut être parfois monté jusqu'à même plus que ça, hein, qui font des formes symptomatiques, quoi, qui sont asymptomatiques ou bénins, quoi, on va dire. Et donc ça c'est un moment important, c'est que les facteurs protecteurs, c'est pas le miroir des facteurs de gravité. Il y a d'autres choses dans les facteurs protecteurs. On le sait déjà en psychiatrie, par exemple, les gens qui connaissent un peu la psychiatrie, la psychologie, en longtemps, on s'est intéressé aux gens qui faisaient des dépressions, des suicides, qui faisaient des schizophrénies. Puis on a dit, les facteurs de risque de faire ça, c'est ci, ça. Et puis on s'est rendu compte que il y avait aussi des facteurs protecteurs qui n'étaient pas forcément les mêmes, qui permettaient d'être en bonne santé psychologique. Et c'est la psychologie positive. En fait, c'est un peu pareil en santé. On peut regarder les facteurs de risque d'être en bonne santé, quoi. Ça ouvre plein de pistes et plein de portes, en fait. Donc effectivement, si je peux parler de ça, alors on a toujours le risque d'être censuré, hein, quand ça va être retranscrit sur YouTube, etc. Donc je vais peut-être utiliser des mots qui ne seront pas forcément des mots habituels. Par exemple, je vous propose de parler d'injection d'ARN messager à visée immunogène. Voilà, tout le monde comprendra D'accord. ce que c'est, puis on n'a pas besoin de faire apparaître le mot nulle part. Et puis pour les traitements, je prendrais peut-être des raccourcis pour les molécules, parce que vous savez qu'il y a une censure qui fait rage. Vos auditeurs, vos téléspectateurs peuvent en prendre conscience, hein. La vidéo d'Alexandra Henry-Encaude qui était sur TV Liberté a à peine duré 24 heures, même moins, je crois. Nous, on a eu 3 vidéos censurées. Il y a de très nombreuses chaînes YouTube, de très nombreuses pages Facebook, de très nombreux comptes Twitter qui sont suspendus ou censurés. On a eu l'ensemble du Discord sur lequel la communauté interagissait. C'était 3200 ou 3500 personnes, qui a été fermé mardi soir, comme ça, sans sommation. Et j'ai juste reçu un mail disant que nous contrevenions aux règles de la communauté. Donc Ouais. voilà, c'était fermé. On l'a remonté en 12 heures et il a été refermé une deuxième fois. Et donc il y a vraiment tout un travail de SAP par les grandes majors de la data. Je crois que c'est un sujet en soi qu'on pourrait traiter, hein. C'est pourquoi Google, Amazon, Facebook, Twitter et puis toutes leurs filiales en fait sont concernés par ce qui se passe en termes de production de messages autour de cette épidémie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous poser question. Mais ça nous alerte et c'est d'ailleurs une des thématiques qu'on peut aborder. Donc, on va utiliser un langage codé alors si on veut parler Ouais, de... en tout cas, pour essayer que la vidéo dure un peu plus longtemps, peut-être. Ouais, ça marche, Euh, pas de souci. Soyez pas gênés sur le compte de Balai Masque, hein, parce que c'est gênant, parce que les auditeurs doivent savoir aussi que quand on est censuré, en fait, on a une interdiction de publication pendant un certain temps. Pendant 2 semaines la première fois, puis je crois 3 semaines la deuxième fois, puis après c'est suppression du compte, quoi. Qu'on ait 60 000, 20 000, 5 000 ou 200 000 abonnés, c'est pareil. D'accord. Donc ça, c'est vraiment gênant. Alors on peut parer un petit peu les choses en ayant déjà uploadé des vidéos, en les ayant mis en privé, et ensuite on les met en public. Mais bon, on n'est plus dans l'actualité brûlante, on peut plus faire un sujet chaud, quoi. On peut que faire ce qu'on a déjà programmé pendant les 3 semaines d'avant. Donc, Effectivement. si je veux vous parler un petit peu de la filière de soins et comment on pourrait l'optimiser, moi, c'est un de mes souhaits vraiment parce que ça diminuerait ce qui se passe en réanimation et ça diminuerait ce qui se passe à l'hôpital. C'est déjà tout un travail sur l'immunité en amont.
par les gens eux-mêmes de se réapproprier leur propre santé, d'arrêter de se faire déposséder de leur santé par des vendeurs de remédiation, par des vendeurs de médicaments. Voilà, les gens qui fument, qui boivent, qui sont trop gros, qui ne font pas d'exercice, qui sont devant la télé toute la journée, qui se nourrissent de pensées négatives parce qu'ils ont peur du virus ou qu'ils ont peur d'autre chose. Hein. C'est vrai aussi pour d'autres peurs. Je crois qu'il faut essayer de se mettre dans la beauté, dans la joie, dans l'humour, dans le partage, dans le lien avec d'autres gens. Ça, on sait très bien que le lien avec les autres, c'est quelque chose d'important. Et ça peut paraître un peu anecdotique aux gens, mais c'est pas vrai. Si on fait une interrogation surprise à des étudiants, par exemple, on sait que dans les 3 semaines qui suivent, ça c'est démontré scientifiquement, ils font plus d'épisodes viraux, de maladies virales, quoi, comme la grippe ou des trucs comme ça, que ceux qui n'ont pas eu d'examen surprise. Donc, parce qu'ils auront été stressés en fait. Ouais, voilà, le stress lui-même est générateur d'un déficit immunitaire, et donc il y a besoin de travailler sur ce stress, de travailler à... Et pour diminuer le niveau de stress, il y a besoin d'enlever les messages anxiogènes, quoi. Ceux qui nous disent de s'enfuir ou de se battre, voilà, il faut diminuer ces messages-là et diminuer, les empêcher de rentrer en nous, quoi. C'est un peu comme l'hygiène de manger des choses qui sont correctes. Il y a l'hygiène des pensées aussi, hein, qui est importante. Et une autre chose, c'est que notre façon de manger, justement, au niveau nutritionnel, induit des carences. Et on a des carences qui sont très présentes dans notre population, notamment les carences en vitamine D, en zinc, en vitamine C ou des choses comme ça. Alors on peut les doser dans le sang, mais c'est peut-être même pas forcément nécessaire. On a 80% des Français qui sont carencés en vitamine D, par exemple. Et en hiver, ça monte encore, parce qu'il y a moins de lumière, et qu'une partie de la synthèse de vitamine D, elle est faite par la lumière. Une autre partie, en fait, la vitamine D, c'est compliqué, c'est un métabolisme en 3 phases pour arriver à ce qu'on appelle la 1,25-OHD3, le calcitriol. Donc elle est hydroxylée plusieurs fois, une fois par le rein, une fois par le tube digestif. Voilà. Mais on peut prendre des substituts, des compléments alimentaires, qui ne sont pas un traitement qui doit être prescrit par les médecins. Et là, je ne suis pas sur une ligne rouge parce qu'en fait, l'Académie de médecine l'a dit au début de l'épidémie de Covid, rechargez-vous en vitamine D, quoi, pour faire des formes moins graves. Donc là, tous les gens qui m'écoutent, ils peuvent se recharger en vitamine D, en zinc, et le faire tout seul comme des grands. Et en vitamine C, il n'y a pas de problème. Et en termes d'effets secondaires, il y a besoin de regarder les notices, de consulter, bien sûr. Il ne faut pas bouffer des doses incroyables. Il ne faut pas commander sur Internet des trucs dont vous ne savez pas ce que c'est, bien sûr. Mais vous pouvez vous prendre en main là-dessus, quoi. Donc avoir une bonne santé, déjà, c'est un préalable à une bonne prophylaxie collective, j'ai envie de dire, quelque part. Ensuite, il y a la notion de la prophylaxie primaire dont vous parlez, c'est-à-dire vraiment, on souhaite que quand on rencontre le virus, il ne se passe rien. Et puis, il y a la notion de prophylaxie secondaire. Ça, c'est une fois que vous avez eu un cas contact et que vous risquez, entre guillemets, de contracter la maladie, c'est une autre partie. Puis après, il y a ce qu'on appelle les traitements précoces. C'est ça y est, vous êtes symptomatique, vous avez un test positif, vous avez le Covid, ok, mais ce n'est pas forcément une forme grave. Hein. Les symptômes les plus fréquents, c'est des symptômes ORL, on va dire, avec là, plus d'odorat, plus de goût, le nez qui coule, un peu de fièvre, des courbatures éventuellement. Mais souvent, c'est assez frustre, en fait, il n'y a même pas forcément grand-chose. Et il y a souvent des formes digestives, des gens qui ont en fait la chiasse, quoi, et c'est plutôt des formes digestives. Là, dans ce cas-là, déjà, si vous savez que vous êtes dans cet état-là, vous êtes plutôt faisant partie des gens qui risquent de transmettre à d'autres. Parce que les études qui sortent de plus en plus montrent qu'il y a très très peu ou pas de transmission chez les gens asymptomatiques. Les gens qui n'ont aucun symptôme, en fait, ils transmettent pas la maladie probablement, ou très peu. Par contre, les gens qui sont symptomatiques, qui ont le nez qui coule, une agueusie, une anosmie, qui ont la chiasse, eux, ils vont en mettre sur leur... Et comment ils vont le transmettre? Ils vont en mettre sur leurs mains, parce qu'ils vont se toucher le nez, ils vont se gratter, ils vont se moucher, puis ils vont le déposer sur les surfaces, et puis en fait, après, d'autres gens vont toucher, et puis c'est une transmission qu'on appelle manuportée. Et ça, c'est ce sur quoi Raoult a insisté plusieurs fois, se laver les mains. Avec du savon, déjà, en fait, ça suffit. À l'alcool, pourquoi pas, mais puis il ne faut pas devenir complètement parano non plus et passer son temps à se désinfecter tout le temps, hein, sinon on va avoir des problèmes de peau. Mais juste le faire intelligemment, quoi, voilà. Et puis, est-ce que la transmission après aérosolisée, quand vous faites cracher dessus par quelqu'un, oui, c'est probable qu'elle existe aussi. Alors, dans quelle mesure par rapport à la transmission manuportée, moi je ne sais pas vous dire. Mais par contre, voilà, il y a des mesures comme le masque en population générale dans la rue quand vous êtes loin de tout le monde. Ça paraît à l'évidence aberrant, mais ça c'est presque du bon sens. Pareil pour les enfants qui ne sont pas malades, qui ne sont pas vecteurs. Il n'y a pas de raison ils sont très peu malades et très peu vecteurs. Alors là, si je peux être vraiment précis, mais en gros, vous pouvez considérer que statistiquement, c'est quasiment négligeable. Là, c'est pareil, ça ne veut rien dire. Par contre, si vous êtes symptomatique, là, potentiellement, vous pouvez transmettre. Donc là, peut-être ça vaut le coup de mettre un masque. Et pareil, il y a des gens qui, s'ils chopent le virus, sont plus fragiles que d'autres.
Et donc ceux-là, ça vaut peut-être le coup de leur mettre un masque et un FFP2, quelque chose qui protège vraiment. Et je pense qu'il y a une partie de la population qui a commencé à prendre conscience de ça. On voit beaucoup plus de FFP2 dans les rues que ce qu'on voyait avant. Et donc voilà, la posture, elle n'est pas d'être pour ou contre le masque, elle est pour essayer de l'utiliser de manière intelligente et de faire la prophylaxie et la barrière de manière intelligente. Pareil pour les mesures barrières. On vous a parlé de distanciation sociale, je crois que c'est vraiment une mauvaise chose. Au contraire, il faut rester en lien et aller voir les gens qu'on aime, et surtout les personnes âgées qui peuvent dépérir de ne plus avoir de visite, de ne plus voir personne, et mourir d'autre chose, en fait, de chagrin, de tristesse, de solitude. Et donc de rester en lien, mais par contre d'avoir une distanciation physique raisonnable, quoi. Je crois que c'est du bon sens. Après, pour ce qui concerne les traitements proprement dit, je vais y revenir après, je vais vous décrire une filière de soins un peu alternative à celle qui a été proposée. Ce qui a été proposé, c'est vous avez de la fièvre, on pense que vous avez le Covid, vous avez un test positif, paracétamol, bonne chance, on se revoit dans 2 semaines. Et ça reste encore ce qui officiellement est marqué, quoi, dans plein d'endroits. Ah bah ça, non, c'est pas comme ça qu'on soigne les gens, hein, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que dans cette maladie, il y a une phase virale qui dure les quelques premiers jours. Et ensuite, il y a une sorte de phase de silence où il ne se passe pas grand-chose, où ça se passe de manière subreptice. Les gens ne le voient pas venir, mais petit à petit, s'installe l'orage cytokinique, ce qu'on a appelé la tempête cytokinique, et qui va induire ces cytokines pro-inflammatoires. Donc, c'est des petites molécules qu'il y a dans votre corps qui vont créer de l'inflammation au niveau notamment des vaisseaux. Et les vaisseaux, ça va donner ce qu'on appelle une vascularite, une inflammation des vaisseaux. Et des vaisseaux du cerveau, du poumon, des reins, du cœur. Et quand les vaisseaux ils sont inflammés, ils sont plus à risque de se boucher, de faire un caillot de sang qui va boucher le vaisseau. Et dans ce cas-là, vous faites un accident vasculaire cérébral, vous faites un infarctus dans le cœur, vous faites des embolies pulmonaires à bas bruit dans le poumon, vous faites des petits infarctus rénaux. Ça, on a un traitement qui marche très bien, qui sont les anticoagulants en fait. Et donc, dans cette phase où vous avez été symptomatique, si vous êtes à risque de faire une forme grave, et qui est-ce qui est à risque ? Il y en a qu'on connaît très bien, c'est les gens qui ont plus de 80 ans, les gens qui ont une maladie dysimmunitaire, un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, qui sont sous traitement immunosuppresseur, les gens qui ont des maladies hématologiques, donc les leucémies, les lymphomes, leucémie lymphoïde chronique, les myélomes, les choses comme ça. On sait qu'ils sont à risque, tout cela, parce qu'ils ont une immunité qui n'est pas complètement normale et qui ne va pas réagir de manière normale à ces cytokines pro-inflammatoires. Tous les gens qui ont des traitements immunosuppresseurs, donc les greffés d'organes solides, les greffés du rein, les greffés du cœur, les greffés du foie, les greffés du poumon, tout cela, ils sont très à risque parce qu'ils sont vraiment très bas en termes d'immunité. Tous les gens qui ont des corticoïdes au long cours pour des maladies, des connectivites ou des maladies inflammatoires, je les liste parce que comme ça, s'ils se reconnaissent, eux, ils savent qu'ils sont à risque, quoi. Puis autour de vous, vous savez que c'est ceux-là qui sont à risque, c'est pas vous. Si vous allez bien, ça va. Puis les gens qui sont obèses, hypertendus et diabétiques. Et souvent, voilà, ces 3 petites choses-là, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais quelqu'un qui est hypertendu et obèse, parfois, nous, c'est que ça, le facteur de risque. Et pourquoi ? Parce que les obèses, dans la graisse abdominale, ils ont ce qu'on appelle de l'inflammasome. C'est-à-dire que dans la graisse, toutes ces cytokines inflammatoires, elles sont déjà là, prêtes à dégoupiller. Et qu'en fait, le virus va arriver comme un trigger, comme un déclencheur de l'inflammation, et tout est prêt, il n'y a même pas besoin de le synthétiser. Les autres gens, ils vont devoir fabriquer les molécules de l'inflammation, ça va prendre du temps, etc. Là, non, tout est là dans la graisse abdominale, et on ouvre la grenade et ça explose. Et les gens qui ont une hypertension, pourquoi ? Probablement parce qu'ils ont déjà une maladie des artères et des vaisseaux, et que donc, ils sont déjà vachement sensibilisés à être inflammés au niveau des vaisseaux. Ça va ? C'est une explication que je fais en éducation populaire, là, je ne suis pas obligé de rentrer forcément plus dans les détails. Mais ça fait que ce sont des gens à risque. Et les diabétiques aussi, parce que dans le diabète, il y a une dysimmunité aussi, il y a une atteinte des vaisseaux aussi, il y a une atteinte de tous ces éléments-là dont je vous ai parlé, qui est déjà là. Et puis, il y a quelques sujets jeunes qui font des formes graves, et on ne sait pas très bien pourquoi, pour le moment. Les hypothèses qui ont été avancées sur la cohorte de Bergame et sur d'autres cohortes, c'est les gens qui auraient eu des qui auraient été soumis à plusieurs virus ou plusieurs vaccins, ou plusieurs choses qui ressemblent à des virus, là je peux dire le mot vaccin peut-être, et qui finalement auraient déstabilisé leur inflammation justement parce qu'ils auraient rencontré trop de choses à la fois, et leur système immunitaire aurait dit mais je comprends plus rien, et boum, je dégoupille l'inflammation spécifique, cet orage cytokinique dont on a parlé. Et donc dans la cohorte de Bergame, il y a eu cette forte suspicion que les sujets jeunes qui ont fait des formes graves et qui n'avaient pas de comorbidité, pas de facteurs de risque,
C'était ceux qui avaient reçu le vaccin contre la méningite, le vaccin contre la grippe, puis le Covid. Ça va? D'accord. Bon, bah, c'est ces gens-là qui sont à risque. Pof, ils font un test positif, des petits symptômes. Ils s'isolent, on a dit. On leur teste la coagulation dans le sang par 2 dosages qui peuvent être le TCA, voilà, et puis les dédimères, et on regarde si c'est normal ou pas. Si c'est pas normal, on va donner des anticoagulants. Il y a des règles du jeu sur la prescription des anticoagulants. Les anticoagulants, c'est quoi? C'est des injections sous-cutanées dans la cuisse ou dans le bras, souvent ou dans le ventre. Souvent, c'est la cuisse ou le ventre. Comme pour que les gens voient un peu ce que c'est ce qu'on appelle l'Inoep, le Lovenox ou la Fracline. Ça, c'est les noms des marques. Et les gens, ils reçoivent ça souvent après une opération. Pendant plusieurs jours, ils ont ça. L'infirmière, elle vient à la maison et elle leur fait une injection le matin ou le soir d'anticoagulants. Là, c'est pareil. C'est une injection le matin d'anticoagulants, parfois 2 fois par jour, mais bon, la plupart du temps, on peut trouver une forme avec une seule fois par jour. C'est une infirmière qui passe et qui le fait. Cette infirmière qui passe et qui le fait, elle va surveiller autre chose, elle va surveiller si il survient justement cet orage inflammatoire. Comment on peut voir ça? On n'a pas besoin de refaire des dosages dans le sang. On peut le voir parce que l'orage inflammatoire, il va se manifester au niveau des poumons et des vaisseaux du poumon et de la quantité d'oxygène qu'on a dans le sang. Et on peut voir la quantité d'oxygène qu'on a dans le sang de manière pas invasive. On n'a pas besoin de rentrer dans la peau, de faire une prise de sang, etc. On peut juste mettre au bout du doigt une petite pince à infrarouge, en fait, qui s'appelle un saturomètre de pouls ou une oxymétrie de pouls. Ce truc-là regarde si le sang est très rouge ou très bleu. En gros, c'est une analyse en gros de la couleur du sang. Le sang très rouge, il est plein d'oxygène. Le sang très bleu, il n'a pas beaucoup d'oxygène, pas assez. Et ça va donner un chiffre, un nombre, qui va être entre 0 et 100. 0, vous êtes mort, 100, vous êtes en pleine santé. Quand vous êtes en dessous de 95%, c'est déjà pas normal. Et ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et ça veut dire que vous avez besoin d'oxygène. À partir du moment où vous avez besoin d'oxygène, ça veut dire que l'orage inflammatoire est en train de se mettre en place. Et dans ce cas-là, il y a un traitement qui est reconnu, et là je peux en parler simplement, c'est la corticothérapie. Les corticoïdes, c'est un comprimé, donc en plus c'est pas compliqué, on peut le faire en ville si vous voulez, c'est prescrit par un généraliste et le patient peut le prendre lui-même ou l'infirmière peut le donner quand elle vient le matin pour la piqûre d'anticoagulant. Elle va donner ces corticoïdes qui vont essayer de diminuer l'orage inflammatoire, de l'écrêter, quoi, et de raccourcir sa durée et son importance. Et puis, on va prescrire de l'oxygène. L'oxygène, on peut même l'avoir à la maison. Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital parce que jusqu'à une certaine dose d'oxygène, on sait déjà faire. En fait, on a des entreprises qui sont ce qu'on appelle des prestataires de services qui fournissent des extracteurs d'oxygène. Une petite machine, on la branche dans le mur, puis elle a même des batteries, vous pouvez vous balader pendant un petit moment avec, qui peuvent extraire de l'oxygène, de l'air de la pièce. Puis on peut monter jusqu'à 5-6 litres par minute. Nous, on compte en litres par minute pour l'oxygène. Et en gros, jusqu'à 4 litres par minute, nous, on considère que c'est à peu près safe. Quelqu'un peut rester à la maison avec ça. Pas dangereux. Et une saturation qui est correcte. Et donc, on a 2 warnings. S'il commence à y avoir plus de 4 litres ou moins de 94% de saturation sur le petit truc au bout du doigt, ça veut dire non, là, vous ne pouvez plus rester à la maison. Il y a un 3e warning, si vous vous sentez très essoufflé et que vous n'êtes pas bien, quoi. Ces 3 points-là, ils disent, OK, il faut aller à l'hôpital, dans un service Covid. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de passer par les urgences. Vous n'êtes pas obligé de repasser par un médecin. On sait déjà ce que vous avez. Et quand on installe l'oxygène à la maison, et il y a des recommandations de la SPLF, la Société de pneumologie de langue française, qui propose des recommandations là-dessus. Donc, je ne vous parle pas d'un truc qui sortirait de mon chapeau et qui est infaisable. C'est tout à fait faisable. Ça nécessite juste de mettre en place la filière de soins. Vous avez l'infirmière qui passe, elle vous fait les anticoagulants, elle vous prend la salle. Puis si vous comprenez comment ça marche, vous la prenez. Alors, toute la journée, l'évolution de la maladie, elle n'est pas toutes les 3 minutes, ça peut changer. Sur plusieurs heures, une journée, une demi-journée, on a le temps de voir venir. Ce n'est pas une maladie qui vous coupe l'herbe sous le pied en quelques heures. Il y a des maladies comme ça, mais cette maladie, ce n'est pas le cas. Ça va passer sur une journée ou autre que ça va s'aggraver. Et donc, si elle voit que ça s'aggrave, elle dit je vais vous donner de l'oxygène et puis on va vous faire prescrire par le. Donc, elle appelle une infirmière coordinatrice, qui est quelqu'un qui est dans un central, qui va dire OK, le médecin du groupe de coordination, il va prescrire les corticoïdes, l'oxygène. Le prestataire de service, il va venir à la maison, vous équiper, vous montrer comment ça marche, vous montrer les petites lunettes à mettre dans le nez, comment on fait, etc. Comment on fait avec la saturation. Et puis ensuite, on va surveiller. Et si jamais ça dérape, puis on espère que non, parce qu'il y a plein de gens, ils vont passer avec ça, en fait. Ça va aller très bien avec ça. Et puis, pour revenir dans la vie en quelques jours, en quelques semaines parfois, mais ils vont revenir dans la vie.
Et si ça dérape, ben là, vous avez une infirmière coordinatrice qui va dire « Je vous hospitalise dans le service Covid le plus proche où il y a de la place ». Puis c'est elle qui a les numéros de téléphone des services et qui appelle et qui dit « Est-ce que je peux vous envoyer quelqu'un qui est en ville ? On sait qu'il a le Covid avec une forme qui commence à être un peu sévère. Est-ce que je peux vous le faire transférer par ambulance ?» Et la personne arrive là. Ben ça, rien que de faire ça, en fait, ça fait que vous n'avez plus de gens aux urgences en train de se contaminer les uns les autres, en train d'emboucaner les urgences. Vous n'avez plus de gens qui vont aller dans la salle d'attente d'un médecin généraliste alors qu'ils sont en pleine phase où peut-être ils seraient contaminants. Vous n'allez plus avoir de services Covid remplis parce que ça va échelonner l'arrivée des gens. Puis il y a toute une partie des gens qui n'arrivera jamais. Et puis ça ne va pas emboucaner non plus les services de réanimation en aval. Ça, c'est que de l'organisation. Jusqu'ici, je vous ai cité 3 traitements. L'oxygène, les corticoïdes, l'anticoagulation. Ces 3 traitements-là, on est tous d'accord qu'ils marchent et qui diminuent la sévérité de la maladie, la mortalité. Ça veut dire qu'il y a déjà un traitement. Même si on parle de rien d'autre, il y a déjà un traitement. C'est important ça, pour peut-être ce dont on va parler après, parce que l'injection à visée d'ARN à visée immunogène ou l'injection d'autres choses à visée immunogène, elle est basée sur ce qu'on appelle une AMM conditionnelle. Et je vais en reparler après, mais l'AMM conditionnelle, pourquoi est-ce qu'on donne cette AMM conditionnelle qui permet de chanter plein d'étapes de sécurité et d'aller très vite? On la donne au motif qu'il n'y aurait pas de traitement. Et donc s'il y a un traitement, ce truc-là, normalement, devrait respecter les règles du jeu. Donc, vous allez voir que l'industrie du médicament, l'industrie des injections à visée immunogène, les grandes majors s'acharnent à faire penser qu'il n'y a pas de traitement. Il y a un problème. Il y a un conflit d'intérêts en fait dans la narration, parce que si vous voulez vraiment soigner les gens, ben non, il y a des traitements déjà qui marchent, et puis il y a des filières de soins qui améliorent la logistique et puis la surcharge des hôpitaux, et donc la qualité de la prise en charge quelque part. De même, en aval des services Covid ou en aval des services de réanimation, si vous créez des services de soins de suite, on appelle ça des SSR, nous. En gros, c'est la rééducation, quoi, qui peuvent prendre des gens qui sont positifs, qui peuvent prendre des gens avec de l'oxygène. Bah, en fait, vous avez tout plein de gens qui vont pouvoir sortir parce que jusqu'ici, ils restaient en service Covid ou ils restaient à l'hôpital parce qu'ils avaient encore de l'oxygène et qu'ils étaient... et que voilà, on ne voulait pas les faire rentrer à la maison directement. Juste l'organisation des soins permettrait d'améliorer les choses. Or, pour le moment, l'organisation des soins, elle n'est pas optimale du tout partout. Et au contraire, elle est même très désorganisée, c'est-à-dire qu'on s'acharne à parler de l'hôpital, alors qu'en fait, il faudrait parler de la ville en amont et la ville en aval. Mais il faut aussi parler de l'hôpital, bien sûr, hein. On l'a dit plein de fois et je le redis encore, l'hôpital, il n'a pas assez de dotation, il n'a pas assez de dotation en personnel et en argent. Et ça, il faut y faire quelque chose. Parce que si vous faites tout reposer, toute votre stratégie repose sur fournir un maximum de pognon à l'injection à visée immunogène, bah peut-être que vous déshabillez les autres options thérapeutiques. C'est une mauvaise idée. Vous ne devez pas avoir tous vos œufs dans le même panier. Vous ne pouvez pas tout faire reposer sur la même stratégie. Ensuite, si je parle des traitements, on a parlé des traitements en prophylaxie primaire, en prophylaxie secondaire, en précoce. Puis il y a des traitements tardifs aussi, quand vous arrivez déjà avec de l'oxygène pas bien à l'hôpital. Il y a plein de pistes en fait pour les traitements. Les traitements tardifs, il y a des pistes d'immunomodulation. Il y a les corticoïdes dont je vous ai déjà parlé, mais il y a aussi les anti-IL-1, l'anakinra, les anti-IL-6, le tocilizumab, les anti-JAK2, l'interféron bêta. Il y en a encore d'autres. Il y a des injections de plasma avec des immunoglobulines en fait de gens qui ont eu le Covid, c'est-à-dire des anticorps de gens qui ont déjà eu le Covid. On vous les injecte, comme ça, les anticorps des autres personnes essayent de vous défendre. Il y a encore plein d'autres pistes thérapeutiques et on n'est pas démunis si vous voulez. Il faut juste défricher là-dedans quoi est utile, à quelle mesure. Mais ça, c'est tardif. Et comme je vous ai dit, quand c'est tardif, on arrive toujours un peu après la bataille, quoi. L'idéal, c'est que ça n'arrive pas, le fait d'arriver en réanimation. Je prêche pas pour ma paroisse, c'est-à-dire j'aurai moins de patients, mais en fait, il y a déjà des mécanismes qui sont en route, qui vont s'auto-amplifier, et puis on va attendre que ça passe globalement, quoi. C'est-à-dire qu'on va vous donner plus d'oxygène, encore plus que d'habitude, avec des grosses lunettes qui mettent beaucoup d'oxygène, ou en vous intubant et en une machine pour vous aider à respirer. Mais et puis après, on a encore d'autres solutions. Mais
dans l'ensemble, on est après la bataille. Et il y a beaucoup d'iatrogénie, c'est-à-dire beaucoup d'effets secondaires de ce qu'on fait à ce moment-là. Les traitements précoces ou en prophylaxie primaire et secondaire, en fait, ils sont intéressants. Puis il y en a certains, comme je vous ai dit, on sait déjà, c'est-à-dire que la vitamine D, le zinc, par exemple, je vous ai dit en prophylaxie primaire, comme recharge immunitaire, mais on sait que ça marche aussi, en fait, quand on le refait au moment où vous êtes malade. Même si vous êtes à un taux correct, ça a aussi un intérêt à ce moment-là. Et puis il y a d'autres molécules, HQX, qui a été beaucoup promu à Marseille. Puis là, il faut aller voir la littérature parce qu'il y a vraiment une omerta en fait pour en parler. Il y a les macrolides, et ça, c'est assez étonnant qu'on n'en parle pas parce que le traitement de base d'une pneumonie interstitielle, quand on ne sait pas ce que c'est en ville, d'habitude, hein, et depuis des années et des années, il y a une partie, c'est les macrolides. Donc normalement, et puis le Covid-19, c'est une pneumonie interstitielle. C'est pas que une pneumonie interstitielle, c'est une vascularite, comme je vous ai dit. Mais nous, ça ressemble à une pneumonie interstitielle jusqu'à preuve du contraire. Besoin d'oxygène, des images radiologiques interstitielles ou scanographiques interstitielles. Voilà. Et donc, le traitement, une partie du traitement, c'est le ZIT, quoi. Désolé, on parle de manière codée, hein, mais de la classe thérapeutique des macrolides. Et puis, vous avez d'autres molécules candidates, en fait. Alors, il y en a une qui s'appelle la quercétine, il y a aussi une très vieille molécule qui s'appelle le bleu de méthylène, mais moi, pour le coup, je ne m'engagerai pas sur ces deux molécules-là, je ne sais pas. Puis le bleu de méthylène, ça pose d'autres problèmes, c'est que ça rend votre sang bleu, parce que c'est bleu en soi. Et donc, la capture de la saturation, elle va plus être possible, ou elle va être faussée par ça. Donc, à mon avis, c'est pas forcément un bon choix, parce que si d'un coup on voit que vous avez une SAT pas normale, c'est à cause du bleu de méthylène, non, mauvaise idée, quoi. Mais il y a des gens qui ont proposé ça. Et puis il y a un anti-gale, un anti-scabieux, enfin le sarcopte scabieux de la gale, et qui est probablement très intéressant et dont le nom de marque, qui pour le coup est peut-être pas censuré, c'est le Stromectol. Vous irez voir la DCI, la dénomination commune internationale, l'IV, l'hiver. Ouais. Là, c'est peut-être très intéressant ça. Et plus il sort d'études, plus ça montre que ça marche. Le problème, c'est que pour le moment, les études qui sortent, elles sont faites dans des pays un peu où on dit ils ne savent pas faire d'études, etc. C'est normal parce qu'il y a vraiment une omerta et un blackout complet dans notre classe scientifique et médicale dans les pays occidentaux. Donc finalement, ces idées-là, elles viendront probablement d'ailleurs, quoi. Mais ça, ce serait probablement très intéressant, quoi. D'autant que c'est un peu comme l'HQX, c'est des molécules qu'on connaît depuis très très longtemps et donc on connaît très très bien leurs effets secondaires. Et la balance bénéfice-risque, on sait la peser de manière très intelligente, quoi. On n'est pas dans du flou, on n'est pas dans un truc où on ne sait pas, quoi. Donc il y a des propositions, notamment par les Frontline Doctors in Critical Care, vous pouvez taper ça sur Internet, vous allez trouver des protocoles thérapeutiques même en fait, même traduits en français. Alors ils sont rigolos, c'est pas forcément ceux qu'on aurait fait nous ou ceux qu'on va faire avec comme proposition avec laissons les médecins prescrire. Vous savez que Réinfo Covid, laissons les médecins prescrire et se sont mis tous ensemble un petit peu, Bon Sens et puis d'autres gens encore se sont mis ensemble pour justement essayer de proposer un conseil scientifique alternatif, une autre voie, et puis essayer de proposer des protocoles thérapeutiques justement précoces de la maladie pour éviter de toujours arriver à la fin de la chaîne et puis de laisser les gens complètement démunis en amont. Mais vous pouvez déjà regarder celui-là, il peut vous donner des idées, quoi, serait-ce qu'en termes de dose de vitamine D, de vitamine C, de zinc. Voilà, et pour l'IV. Mais ce n'est pas des choses qu'on prend tout seul, pour le coup, les médicaments que je vous ai parlé après, c'est quelque chose avec un médecin. Et là, peut-être une des difficultés pour les gens qui nous écoutent, ça va être de trouver un médecin qui veut bien ouvrir cette porte-là. Parce qu'il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont, en fait, comme les citoyens, qui sont pris dans la narration mainstream. Leurs informations, ils les drainent de la Direction générale de la santé, de la HAS, la Haute Autorité de Santé, des ARS, de leur conseil de l'ordre, de leur société savante. Or, tout ce dont je viens de parler n'a qu'un seul son de cloche, qui est le son de cloche médiatique, en fait, et gouvernemental. Donc vous avez une sorte de pensée unique qui s'est instaurée et qui fait que les gens, ils n'arrivent même plus à ouvrir d'autres portes. Par contre, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a discuté l'injection de plasma, d'immunoglobuline. C'est un traitement où il y a plein d'effets secondaires, et qui est expérimental, vraiment expérimental. C'est-à-dire qu'on est encore dans les essais. Et là, les gens, ils y vont, quoi. Ça leur fait pas peur. Il y a certains malades à qui on va le proposer. L'injection de plasma, c'est l'étude Coviplasma?
Ouais, c'est les immunoglobulines de quelqu'un qui a eu du Covid, Mmh. quoi. Ce que faisait Karine Lacombe d'ailleurs, ce qu'elle a voulu faire en Guyane avant d'en être chassée. Exactement, exactement, ouais, 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 tout à fait. Qui a été fait en Italie aussi pas mal et qui peut avoir un intérêt, hein, qui Mmh. marche. Mais là, par exemple, aujourd'hui, on en a discuté tous ensemble avec le service Covid pour un patient et c'est marrant parce que ça les choque pas alors que c'est quelque chose de très risqué. La Mmh. balance bénéfice-risque, elle n'est pas claire du tout. Et toutes les molécules dont on vient de parler, la balance bénéfice-risque, elle est largement en faveur du bénéfice, quoi. Il n'y a Mmh. même pas photo une seconde. Donc si vous faisiez un pari pragmatique, il n'y a pas d'hésitation à avoir une seule seconde. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des traitements potentiels, quoi. Et bah, pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est une vraie question, quoi. Et il y a un mur de verre pour beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à passer ce truc-là, quoi. Que, en fait, il y a trop de conflits d'intérêts, il y a trop d'argent en jeu. Et ce que je vous ai dit, c'est que la MM conditionnelle, elle est là parce qu'il n'y a pas de traitement. Mmh. Sinon, on ne pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire, là, l'espèce de rodéo, de Jeux Olympiques, de l'injection immunogène, on passe complètement précipité dans la terreur. En fait, c'est n'importe quoi, en termes de. Donc, je reviens à votre autre question, c'est est-ce que je me méfie en fait de cette injection immunogène? Je m'en méfie pas, je me méfie des humains qui mettent en place de manière dogmatique un truc sans prendre le temps. En grec, on dit, dans la Grèce antique, en philo, on dit il faut faire une époquée. L'époquée, c'est la suspension du jugement. Je suis ni pour ni contre, je regarde la réalité. Et Aristote, il dit que la prudence, c'est l'intelligence, c'est la sagesse contextuelle. C'est-à-dire, c'est la différence entre la peur et la prudence, si vous voulez. La peur, c'est complètement irrationnel. Vous faites rien parce que vous avez trop peur, vous êtes paralysé, vous êtes même paralysé de l'injection immunogène. Non, non, n'ayez pas peur. En fait, allez vous renseigner sur ce que c'est la réalité, quoi. Et allez toucher du doigt le réel. Un peu comme si vous deviez vous mettre dans de l'eau, vous ne connaissez pas la température, est-ce qu'elle est glacée, est-ce qu'elle est brûlante, enfin vous mangez un truc, vous allez commencer par tâter un peu du bout des lèvres, quoi. Une fois que vous voyez que c'est pas trop chaud, peut-être un peu du bout de la langue, et puis après vous allez le prendre si ça va, si la température est correcte. Si c'est trop chaud, vous allez attendre, vous allez souffler. Mais là, vous êtes juste prudent en fait. Vous avez pris la mesure de la réalité. Est-ce que c'était très chaud ou pas? Alors que si juste on vous tend une cuillère avec un truc qui a l'air, vous savez pas, bah là c'est de la peur, quoi. Ça va? Donc la prudence, elle aboutit pas forcément à de l'inaction, elle aboutit à choisir à la fin, à se renseigner sur la réalité, puis à choisir si je le fais ou si je le fais pas. En l'occurrence, si vous vous renseignez sur la réalité de cette injection immunogène, vous devez savoir qui vous parle. Qui vous parle, c'est le gouvernement, etc., qui joue sur sa légitimité, qui vous dit qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est les médias qui jouent sur une narration de la peur. Et là, je veux dire, qui ne l'a pas compris, quoi? À la fin, si vous n'avez pas compris qu'il y avait une scansion traumatisante de la peur, c'est que vous ne voulez pas regarder le truc en face, que vous avez envie d'avoir peur peut-être. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir peur, parce ils avaient d'autres peurs bien avant, de l'effondrement économique, de la vie. Et donc là, d'un coup, ça vient taper sur leur peur et ça résonne. Ça se met à vibrer en résonance, quoi. Et la peur du Covid prend toute la place et remplace les autres peurs. Mais en fait, elles étaient déjà là. La peur de la mort pour les baby-boomers, la peur d'être démunis sans technique pour la génération baby-boomer, par exemple, qui a tout basé sur le confort et la technique, quoi, et avec ce rêve transhumaniste voilà, auquel elle aspire, en fait, au fond, pour surtout pas rencontrer la vie, quoi. Euh, donc la prudence sur l'injection immunogène, c'est d'aller voir d'où on vous parle. D'où on vous parle, c'est que la firme principale en jeu, là, Pfizer, elle, elle vous parle d'une multinationale dont l'enjeu est le profit. Donc après, c'est peut-être pas le diable, voilà, il y a des gens qui pensent que c'est le diable et tout. Moi, je pense que c'est juste une machine un peu inhumaine à faire du profit à la fin, avec dedans des humains, mais qui sont pris dans cette machine-là, quoi, à faire du profit de manière la plus importante possible. Euh, et y compris au mépris de la vie ou de la santé. Ah, par contre, je pense qu'il faut être clair sur les multinationales du médicament. Ils ne cherchent pas votre bien, quoi. Au contraire, ils gagnent de l'argent parce que vous êtes malade. Donc voilà, c'est le moment où il faut poser ça de manière claire, quoi. Euh, et cette même multinationale, elle a été condamnée, je peux peut-être vous copier-coller les condamnations depuis 10 ans, elle a été condamnée pour falsification de données, je vous l'enverrai, quoi, pour falsification de données, mais vous pourrez retrouver sur Internet, ça n'a pas été encore complètement réécrit. Vous savez qu'on est en cours d'une fabrique de l'histoire comme dans 1984, il y a un ministère de la vérité qui est en charge d'épurer tout ce qui ne serait pas conforme à la vérité officielle. Donc là, je vous parle de ça, et ça se trouve, après-demain, il n'y aura plus rien sur Internet. En 2009, la condamnation de 2,3 milliards d'euros pour falsification de données, pour commission occulte, pour publicité mensongère. Commission occulte, ça veut dire aussi qu'ils arrosent des gens qui sont en poste pour prendre des décisions.
Bon, mais c'est pareil, vous le découvrez pas en fait, c'est pas quelque chose de nouveau quoi. Les gens ils jouent un peu les vierges effarouchés quoi. Ça se passe tout le temps dans toutes les attributions de marché au niveau international. En France même, Bercy remboursait fiscalement ça. C'est-à-dire que les entreprises internationales, quand elles faisaient des rétrocommissions pour obtenir des marchés, elles le déclaraient à Bercy, les grandes multinationales françaises. Et elles étaient défiscalisées sur ces trucs-là. Donc à un moment, il faut juste le regarder en face quoi. Euh, mais ça vous dit d'où on vous parle. Est-ce que ce qu'on va vous dire, c'est vrai ou pas? Ou est-ce que vous pouvez être au moins prudent? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'Agence européenne du médicament, c'est pareil, allez voir ce que c'est que l'Agence européenne du médicament, parce que au départ, c'est une agence qui est en lien avec l'industrie pharmaceutique. Elle est co-gérée avec l'industrie pharmaceutique. Ça a changé progressivement, mais il est resté des cadres dirigeants qui, en fait, viennent de l'industrie pharmaceutique. Et dans les statuts même de cette Agence européenne du médicament, il est dit il ne faudrait pas que des raisons de sécurité viennent nuire au marché du médicament. C'est dit noir sur blanc, quoi. Texto dans les statuts de l'Agence européenne du médicament. Donc, pareil, d'où on vous parle? On vous parle de gens qui cherchent le néolibéralisme mondialisé. Hein. Donc, questionnez-le, quoi. Et puis, réfléchissez sur le mandat de l'Union européenne jusqu'ici. Je ne vous parle pas de l'Europe, je vous parle de l'Union européenne. Le mandat de l'Union européenne, c'est de propager le néolibéralisme mondialiste à tout crin, quoi. Et de détruire les États pour que les multinationales, en gros, et les banquiers décident de votre vie. Bon, là, c'est un engagement politique que je fais qui n'engage pas Réinfo Covid. Hein. Et, moi, c'est ce que j'ai pu constater au fur et à mesure du temps, et notamment dans le domaine écologique. C'est-à-dire que tous les problèmes d'écologie, in fine, se résolvaient à Bruxelles. Et on voyait que toutes les pétitions, elles aboutissaient à Bruxelles. Vous voulez pas de Roundup? Vous en aurez quand même. Vous voulez pas le CETA? Vous l'aurez quand même. Vous voulez pas d'OGM dans les farines animales? Vous en aurez quand même. Et donc, à la fin, c'est pas vous qui décidez quoi, de ce que vous avez. C'est pas la France qui décide de ce que vous avez. Ça se passe à cet endroit-là et avec un modèle de prise de décision qui a au moins pas de clarté. Tellement pas de clarté et que les contrats entre les firmes d'injection immunogène et l'Union européenne, et la Commission européenne, en fait, vous ne les avez pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans ces contrats. Vous ne savez pas qui va payer les pots cassés, qui va payer les effets secondaires, etc. Et que les quelques-uns qui sont allés voir, ils ont le droit de rentrer dans une salle pendant quelques minutes ou quelques heures, je ne sais plus. Ils n'ont pas le droit de prendre en photo, ils n'ont rien le droit de faire. Ils sont obligés de retenir tout par cœur et puis ensuite, ils n'ont même pas le droit de noter quelque chose. Ils ont juste le droit de consulter les contrats. Et ensuite, quand ils sortent, ils font une vidéo pour dire bon, j'ai lu ça, quoi. Donc vous avez quelques vidéos de quelques députés européens qui sont allés voir les contrats et qui racontent ce qu'ils ont vu. Là, renseignez-vous aussi sur le sujet. Donc ces gens-là, ils vous ont donné quoi? Et l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, pour le coup, dont on peut rappeler l'historique aussi, hein, était avant les mêmes qui ont couvert certains scandales comme le Mediator ou d'autres, quoi, qui a été normalement épuré pendant l'ère Maraninki, on va dire, au moment où il l'a dirigé, qui a essayé de faire le ménage, puis que depuis, on peut dire que le bazar est revenu probablement. Et donc ces gens-là, dont vous ne savez pas qui ils ne sont pas élus, dont vous ne connaissez pas les conflits d'intérêts, dont vous n'avez pas les minutes de leur décision, vous disent ça va, on peut donner l'AMM conditionnelle. Sur quoi? Sur ce dossier d'AMM conditionnelle. Puis quand vous creusez le dossier, alors il fait plusieurs centaines de pages, hein, donc heureusement à Réinfo Covid on travaille beaucoup là-dessus, il y a 3 warnings importants. Il y a 3 warnings importants, un sur les excipients lipidiques. Ils vous disent que les nanoparticules lipidiques, des petites graisses qui entourent l'ARN, parce que l'ARN c'est quelque chose d'assez fragile en fait quand ça rentre dans le corps et quand c'est dans la nature, donc il faut le protéger sinon il est dégradé très rapidement. Il est protégé par ces petits morceaux de graisse, quoi. C'est des excipients, ça s'appelle. Et les excipients, c'est la première fois qu'on les utilise chez l'homme. Il y en a 2, c'est la première fois. Et quand l'Agence européenne du médicament dit mais vous avez quoi comme test pour montrer que ça va et que c'est pas toxique, non ça va, probablement ça va. Bon, ok. Ça c'est la version officielle. Dans la version officieuse, qui sont les Pfizer Leaks, qui sont sortis il y a quelques jours, qui sont des hackers qui ont trouvé les mails d'échange entre l'Agence européenne du médicament et Pfizer, vous avez vraiment un souci là-dessus. C'est-à-dire les gens de l'Agence européenne du médicament disent mais attendez, parce que on a déjà eu des problèmes avec les excipients dans H1N1 et le Pandemrix, une autre injection immunogène qui était pour la H1N1. Finalement, ce qui a donné des narcolepsies et des catalepsies aux gens, c'était l'excipient, le squalène. Avec un scandale à l'époque, vous pourrez retrouver pareil sur Internet, c'est autour de 2009, qui est que l'ensemble des membres du gouvernement allemand se sont fait injecter une autre injection immunogène que la population générale. Tiens, où il n'y avait justement pas cet excipient.
mince. Euh, donc là, il y a un gros warning là-dessus. Deuxième warning, c'est l'idée que la, la synthèse de l'ARN, comment elle se passe? On fabrique d'abord de l'ADN, on fait multiplier dans des Escherichia coli, une bactérie, et puis ça fait plein d'ADN, et puis ensuite on le transcrit en ARN, et ensuite on purifie. Et dans cette phase de purification, pour avoir que de l'ARN, en fait, il reste de l'ADN. Et là, quand l'Agence européenne du médicament dit, bon, bah, mais il reste de l'ADN, il en reste combien? Est-ce que c'est gênant, etc. Bah, c'est pareil, la firme dit, non, mais probablement ça va. Ouais, non, enfin, sur quoi? Troisième warning que met l'Agence européenne du médicament dans son rapport, et là je vous dis que des choses qui sont écrites et publiques et officielles, hein, c'est que dans cette fabrication de l'ARN, bah, il y a des fabrications entières qui codent bien pour la protéine S, Spike, mais il y a aussi des petits morceaux qui ne sont pas allés jusqu'au bout, quoi, et qui font des tout petits morceaux de Spike. Or, ces tout petits morceaux, bah, il va aussi y avoir des anticorps contre. Et ces tout petits morceaux, c'est justement ça qui est le plus à l'origine de maladies dysimmunitaires, auto-immunes, etc. Parce que justement, comme ça ressemble à rien et à tout, bah, vous allez avoir des anticorps à vous contre ces trucs-là et contre potentiellement des petits bouts qui ressemblent chez vous. Ah mince. Et quand l'Agence européenne du médicament demande à la firme, mais il y en a beaucoup, ça va? Et bah, la firme répond, non, mais ça va. Sans aucune preuve. Et tout ça, donc, ça donne lieu à un échéancier d'études à faire pour compléter la sécurité jusqu'en 2023. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui reçoivent cette injection immunogène aujourd'hui font partie d'un essai. En fait, sont des cobayes. Ça va? Donc, vous êtes des cobayes si vous acceptez ce truc-là. Bah, voilà, vous devriez être prudent. Ensuite, pour ce qui est des résultats, bah, les résultats, donc, c'est cet essai de phase 3 qui a été publié et qui nous dit bah, il y a 90%, 95% d'efficacité dans les formes bénignes à modérées. Ah, les formes bénignes à modérées, mais bénignes à modérées, c'était pas un problème. Ah oui, bah oui, mais si on l'avait fait vraiment. Et puis chez les gens qui vont bien, chez les gens sains. On n'a pas pris des gens avec des facteurs de risque. Sinon, vous pensez bien qu'ils n'auraient jamais trouvé 90%. Et pourquoi c'est important ce 90%? Parce que l'AMM conditionnel dépend non seulement du fait qu'il n'y ait pas de traitement, mais du fait d'avoir plus de 50% d'efficacité. Ah! Il y a des gens qui se sont amusés à relire cet essai de phase 3, et notamment quelqu'un qui s'appelle Peter Doshi, et qui est l'éditeur associé en chef d'un journal qui s'appelle le British Medical Journal, le BMJ, avec quelqu'un qui s'appelle Kamran Abbasi, dont vous avez déjà entendu parler dans ce que je vous ai dit, puisque c'est lui qui a fait cet édito Politicization, Corruption and Suppression of Science in COVID-19. Donc, en fait, c'est un grand journal qui est pignon sur rue, hein, qui est aussi important en termes d'impact que le New England Journal of Medicine. Hein. Vous ne le connaissez pas, mais le BMJ, tout le monde le connaît, hein, en santé et en sciences, tout le monde le connaît. Et ben, ce journal a décidé de se mettre en résistance. Ça vous dit quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose au sein de la science, hein. Mais quelque chose de positif. Il y a des gens qui commencent à résister. Et donc, il fait un édito où il reprend cet essai de phase 3 et il dit, mais attendez, les patients qui étaient censés avoir le Covid, pour une grande majorité d'entre eux, c'est des gens suspects de Covid. Il n'y a pas de test. Mince. Parce que, en fait, en période hivernale, il y en a plein des rhumes qui ne sont pas forcément le Covid. Donc, eux, comment on va les compter? C'est pas le seul truc qu'il dit, mais vous pouvez retrouver donc Peter Doshi dans le BMJ si vous voulez aller voir un peu plus loin. Et puis ça c'est difficile à comprendre peut-être pour les gens, mais il y a une version un petit peu plus compréhensible, on va dire, qui est sur le blog de Jean-Dominique Michel, qui s'appelle Anthropologique, où il reprend ça, il reprend cette idée-là, cette critique des data par Peter Doshi en fait, et en français, donc traduit. C'est plus accessible. Mais ça met un sérieux coup dans l'aile derrière cette efficacité, puisque lui il dit à la fin, mais non, en gros, l'efficacité, elle serait plutôt entre 19 et 29% sur l'efficacité. Alors, il parle que de l'efficacité, hein. Mais il y a d'autres choses dans cet article qui sont intéressantes. Notamment, il parle de l'idée que on n'aborde pas du tout un problème qui est ce qu'on appelle Antibody Dependent Enhancement, ADE. C'est un effet qui serait que le fait de créer des anticorps, loin de vous protéger, vous protégerez peut-être contre une forme que vous avez déjà rencontrée, mais contre une autre forme, ce seraient des anticorps qui augmentent la gravité de la maladie. Ça, c'est important parce que on sait que ça existe chez les coronaviridés.
On sait que ça existe dans la dengue. Et on a déjà vu une injection immunogène qui s'appelait le Dengvaxia, qui a provoqué ça, qui a provoqué des cas plus graves de dengue, quand les gens ont chopé la dengue. Est-ce que ça peut faire ça dans le coronavirus? C'est un vrai questionnement. Il n'y a rien pour y répondre pour le moment. On ne sait pas. Ce qu'on voit, c'est qu'en Angleterre, au Danemark, je crois, en Israël, on voit une flambée de cas et une flambée de cas graves, alors même qu'ils sont dans le marathon de l'injection immunogène de manière très importante. Bon, on voit que dans l'État de Californie, pourtant un État plutôt démocrate et très mainstream, on va dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer où ils disent qu'il y a eu beaucoup de morts là quand même. Qu'est-ce qui se passe? Bon. L'autre chose, c'est sur les données elles-mêmes. On vous dit donc que les gens sains, qui n'ont pas d'antécédents, pas de facteur de risque, ils auraient une efficacité à 90%. Mettons, je vais vous donner déjà pas mal de bémols, quoi. Vous pouvez vous dire, bon, pas sûr, quoi. Moi, j'attends de voir, quoi. Mais bon, mettons. Allez, on est fou, on fait confiance. On vous dit, ok, mais alors les gens de plus, on vous dit dans les notices de l'ARS, les notices des EHPAD, les notices de la Direction générale de santé, ça diminue les formes graves, ça diminue le passage en réanimation, ça vous protège de faire une maladie grave. En fait, c'est pas vrai, parce que l'essai, il n'a pas du tout été fait pour ça. Vous ne savez pas si ça diminue les formes graves et en réanimation. C'est pas statistiquement significatif dans l'essai, et ça n'a jamais été compté pour les décès et la réanimation. Vous ne savez pas si chez les personnes âgées, ça sert à quelque chose. Chez les plus de 75 ans, ça a été testé, mais les gens qui n'avaient pas de facteur de risque, encore une fois, donc les 75 les septuagénaires en pleine forme, on va dire, et chez eux, l'intervalle de confiance de l'efficacité, il va entre moins 18 et 100. C'est-à-dire que moins 18, ça pourrait être négatif, ça pourrait être toxique. Et ça veut dire on ne sait pas. À la fin, le test n'est pas significatif. Donc en fait, vous ne savez pas. Le niveau d'efficacité, c'est les gens de plus de 75 ans. Donc c'est juste un mensonge, une fake news, que de dire ça aux gens, notamment dans le consentement éclairé, quoi. Moi, c'est ce pourquoi je milite, au fond. Vous faites bien ce que vous voulez à la fin. Mais que vous soyez éclairé, qu'on vous dise les choses honnêtement, pas en vous bullshitant n'importe quoi, en vous vendant une baguette magique, etc. Là, on vend n'importe quoi et c'est nos instances tutélaires officielles qui commencent à raconter n'importe quoi. Donc là, ils ont franchi le mur du son, quoi. Vous avez entendu la détonation, là. Ils font n'importe quoi. Ils réécrivent la vérité. Ils vous disent que ça diminuerait la transmissibilité, la contagiosité. Là, on va y revenir, mais c'est l'argument altruiste. En fait, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été étudié, quoi. En face, on n'en sait rien. C'est pas du tout sûr. Ils vous disent aussi qu'il y a les effets secondaires, il y en a, mais ça va, quoi. Mais voilà, donc si je reviens sur cette idée altruiste, je reviens sur l'efficacité déjà. Donc les plus de 75 ans, vous ne savez pas. Décès, hospitalisation, vous ne savez pas. Et chez les gens qui ont des formes, qui ont des facteurs de risque, vous ne savez pas l'efficacité. Il fait beaucoup de vous ne savez pas. Et puis ensuite, sur l'argument de la contagiosité, parce que vous diriez, peut-être que je fais cette injection parce qu'au moins j'aurai plus de masque, voilà, on en arrêtera, on en finira avec les confinements, etc. Déjà, ça nécessiterait de revenir sur masque, confinement de manière plus précise. Mais non, pour le moment, on ne vous dit pas ça. Pour le moment, on vous dit, on ne sait pas sur la contagiosité. Donc pour le moment, vous allez garder votre masque et vous allez rester confiné. Et il va y avoir encore des couvre-feux et les restos vont rester fermés. Donc on vous vend, c'est un marché de dupes qu'on vous vend. On vous dit, si vous prenez l'injection immunogène, ça va s'arrêter. En fait, pas sûr du tout, quoi. Et c'est l'argument altruiste. L'altruisme, là, dans cette histoire, c'est le grand moment de confusion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est la botte de Nevers des gens qui veulent vous vacciner. C'est la botte de Nevers, c'est-à-dire c'est le coup ultime, quoi. Quoi que vous disiez, de toute manière, ah non, mais c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'on fait apparaître un argument moral et éthique dans des arguments scientifiques. C'est une confusion des genres qui est assez particulière et qui, en l'occurrence, est basée sur quelque chose qu'on a longtemps appelé dans l'Église le péché culpabilisateur. Mais c'est le grand retour du refoulé, là. Ça faisait 200 ans que dans les prêches, il n'y avait plus de péché culpabilisateur, quoi. Qu'au contraire, l'Église avait dit c'est péché et réconciliation. Le fait de comprendre qu'on a péché, c'est de savoir si on a fait le bien ou le mal, et ça permet de se réconcilier et d'aller vers autre chose.
comme une mort et une résurrection. Donc, dans le, si vous voulez, dans le discours même euh, spirituel, c'était abandonné cette idée-là de la culpabilité. C'est l'idée, non, c'est que vous avez un référentiel moral. Mais référentiel moral, là, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que vous êtes persuadé que vous faites du bien à des gens. Donc vous êtes altruiste pour les gens que vous allez protéger. Attendez, altruiste pour qui? Parce que si on fait vraiment la pesée morale, utilitariste en l'occurrence, hein, donc c'est de l'éthique, hein, c'est l'utilitarisme, c'est Stuart Mill et Bentham, c'est le plus grand bonheur possible et le moins de malheur possible pour le plus grand monde possible. Donc je pèse les malheurs et les bonheurs. Je pèse pas qu'un tout petit morceau. Donc, et je pèse combien ça coûte en plus, combien ça m'a coûté. Il y a un enjeu utilitariste là-dedans. Parce que tout cet argent que j'ai mis là, et si je l'avais mis dans faire les réseaux de soins dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a compté? Pour le moment, on n'a jamais une stratégie d'injection immunogène versus une stratégie bien conduite de réseau de soins intelligents avec des thérapeutiques pas chères, sans effet secondaire. Là, moi, j'ai pas de comparaison bénéfice-risque entre les deux. Ça n'existe pas. Donc là, je prends qu'une seule stratégie et je dis non, mais en plus, c'est altruiste. Ça tient pas en termes d'utilitarisme. Si vous êtes rigoureux en éthique, ça ne tient pas à ce que vous êtes en train de dire. Ça ne tient pas pourquoi? Parce que vous êtes altruiste pour qui? Pour les 1 pour 100 000 qui vont faire des chocs anaphylactiques au moment de l'injection? C'est à peu près ça le chiffre sur cette injection immunogène. C'est pas beaucoup, ça paraît pas grand-chose, 1 pour 100 000. Mais c'est déjà 10 fois plus que pour les injections de la grippe. On est plutôt à 1 sur 1 million. C'est altruiste pour les 2,8% d'effets secondaires rapportés dans le rapport d'étape du CDC de grade 3, c'est-à-dire grade 4, ça mettrait en jeu le pronostic vital. Là, ça ne met pas en jeu votre vie, mais par contre, ça vous empêche de travailler, ça vous empêche de faire vos activités quotidiennes, ça vous force à consulter un médecin ou être hospitalisé. C'est ça la définition des effets secondaires qu'il y a dans ce rapport d'étape du CDC. Donc le CDC, vous savez, c'est un organisme américain qui est en charge de monitorer les maladies Center of infectieuses. Disease Control. Ouais. 2,8%, c'est énorme. C'est plus que n'importe quelle autre stratégie qui a été faite jusqu'ici. Et ça, c'est seulement en 5 jours. Waouh! En 5 jours, quoi. C'est altruiste pour qui? Pour les gens qui font faire le ADE dont je vous ai parlé, Antibody Dependent Enhancement, c'est-à-dire qu'ils vont faire des formes encore plus graves parce qu'ils ont reçu une injection immunogène? Non. Altruiste pour eux, sûrement pas. C'est altruiste pour les femmes et les hommes qui ont peut-être des troubles de la reproduction, de stérilité ou d'infertilité. Si jamais on en croit Wolfgang Wodarg et Michael Yeadon. Michael Yeadon, qui est un médecin qui a travaillé comme directeur de recherche chez Pfizer, et Wolfgang Wodarg, qui est député allemand, qui est médecin lui aussi, et qui disent mais attendez, il y a un problème là-dedans, c'est que Spike, ça ressemble beaucoup à la syncytine. Ça ressemble beaucoup en termes de séquence génétique et puis encore plus en termes de conformation spatiale. Et c'est ça le plus important. Et ça veut dire que si vous faites des anticorps contre Spike, vous vous mettez à faire des anticorps contre la syncytine, vous allez vous battre contre votre syncytine. Et c'est quoi la syncytine? C'est une protéine de fusion qui permet la placentation chez l'homme. Ah mince. Et c'est une protéine de fusion qui permet la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovocytes. Mais ce problème d'infertilité, on va le voir quand? On va le voir dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, peut-être jamais. En fait, parce qu'on aura du mal à le rapporter. Il y a tellement de perturbateurs endocriniens, de saloperies, l'infertilité est déjà tellement massive dans notre civilisation que... Et quoi alors? D'autant que vous avez marqué dans les notices, ne pas donner une femme enceinte, ne pas donner machin. C'est bien précisé qu'il fallait avoir une contraception pendant l'essai, etc. pour surtout pas voir quoi que ce soit de ce côté-là, quoi. Qu'est-ce que vous avez comme data pour dire ça? Justement, dans le dossier de l'Agence européenne du médicament, vous avez un seul essai, une seule chose qui concerne ça, quoi, qui est une étude chez les rats, ou les souris, je ne me souviens plus, les rats, je crois, et on regarde est-ce qu'elles vont faire une nidification après l'injection immunogène, versus un groupe de rats qui n'a pas reçu l'injection. Et en fait, là, vous avez un doublement des défauts de nidation, c'est-à-dire de mise en place de la cellule œuf et du placenta, quoi. Et ça passe de 2,2 ou 2,4%, il faudra checker les datas de manière précise, à 5,8%. Ils ne testent pas. On ne sait pas si c'est significatif statistiquement, c'est une petite série, c'est juste pour voir. Mais il y a déjà quelque chose. Donc, merde. C'est altruiste pour qui? En termes de génotoxicité, ça pareil, jusqu'ici tout le monde dit ouais, ça s'intègre pas dans le génome. Mais je viens de vous dire que l'Agence européenne du médicament elle-même, elle avait dit mais il y a peut-être beaucoup d'ADN qui s'intègrent beaucoup plus facilement. Puis finalement, il y a des gens qui sont porteurs d'HTLV1 de VIH qui ont une rétrotranscriptase et une intégrase qui fait que ça va s'intégrer dans leur génome. Et c'est gênant, parce que si on vous modifie génétiquement un coup d'injection immunogène, c'est pas le but normalement. Le
Le but, c'est de vous protéger d'un virus qui passe. C'est pas de faire de vous un truc modifié, quoi. Et là-dedans, vous avez eu un tweet de Raoult il n'y a pas très longtemps qui dit mais attendez, les gens, il faut qu'ils lisent la littérature, quoi. On a 8% de notre génome qui est fait de virus qui se sont intégrés comme ça par rétrotransposon, quoi. Et donc bien sûr, ça arrive. Il y a plein de mécanismes moléculaires, même au-delà de ce que je vous ai dit, qui arrivent et qui font que ça peut arriver. Donc ouais, peut-être c'est rare. Même Kriegen vous le dit, Volo, il vous dit ouais, peut-être c'est rare. Lui, il y croit pas, mais moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui y croient, quoi, qui pensent que ça peut arriver. Donc c'est juste la prudence, encore une fois. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de dire mais attendez, il y a tous ces éléments-là et on n'y a pas répondu et on voudrait vacciner la Terre entière. Et qu'est-ce qu'on fait là? N'importe quoi. On va passer le mur du son, encore une fois, quoi. C'est altruiste pour qui? Pour les contribuables qui vont payer les effets secondaires dont je vous ai parlé et pas les firmes vaccinales? Parce que pour le moment, vous ne savez pas ce qu'il y a dans les contrats. Or, pour toutes les injections immunogènes dans l'histoire avant, jusqu'ici, l'industrie s'est arrangée pour que les effets secondaires ils soient payés par vous et moi, par l'ONIAM. C'est une espèce de fonds de dédommagement. Et ces dédommagements, en plus, bah là, j'en discutais avec Maître Divisio l'autre jour, si vous regardez les dédommagements, ne serait-ce que pour Pandemrix et H1N1, ils sont toujours pas faits. Ça fait 10 ans. Pour des gens qui ont des maladies avérées, type narcolepsie ou catalepsie. C'est altruiste pour qui? Pour désengorger les hôpitaux dont on cesse de diminuer les moyens financiers, etc. J'en ai déjà parlé, mais si c'est pour les engorger avec des effets secondaires du truc, pas sûr du tout, quoi. Parce que dans le même temps, on vous dit on fait cette injection immunogène, mais vous voyez qu'on continue à baisser les dotations aux hôpitaux. Qu'est-ce que vous faites, en fait? Je comprends pas. C'est altruiste peut-être pour les médecins qui aujourd'hui sont incités, entre guillemets, à hauteur de 9 euros par généraliste par vaccination et de 5 euros s'ils vous mettent dans la base de données. Ils vous tracent. C'est-à-dire que les médecins généralistes aujourd'hui touchent 14 euros s'ils vous font cette injection immunogène, en plus de la consultation. Waouh. Une incitation financière, quoi. Ouais, ça c'est peut-être altruiste pour eux, ça c'est sûr. Mais voilà, altruiste aussi pour eux parce que là, l'État leur a dit vous serez exonéré de votre responsabilité pénale et en cas de si vous le faites. Mais ça c'est même pas vrai. C'est-à-dire là je m'adresse aux généralistes et aux médecins, c'est même pas vrai. C'est-à-dire ça va pas se passer comme ça. C'est qu'à la fin vous ne serez pas exonéré de votre responsabilité. Vous faites quelque chose très profondément, c'est vous qui êtes responsable. Et vous êtes responsable d'avoir informé correctement. Or, quand vous regardez les notices d'information et l'information n'est pas faite correctement. Et en plus, si vous regardez la jurisprudence, il y a une inversion de la charge de la preuve sur l'information faite au malade. C'est-à-dire que ce n'est pas au malade de montrer qu'il n'a pas été bien informé, c'est au médecin de montrer qu'il a bien informé. Or, si vous sortez la mauvaise notice de l'ARS, il y a des chances que vous tombiez. Là, ça ne va pas être sur le dos de quelqu'un d'autre. S'il se passe quelque chose avec cette injection immunogène et que vous avez fait ça, vous serez tenu responsable. Moi, j'en suis sûr et certain. Et on a un cercle juridique au sein de Réinfo Covid qui a déjà statué sur la question. Donc voilà, sur l'altruisme, c'est pour les plus de 80 ans qui jouent en fait au cobaye pour les essais de phase 4 là, qui n'ont pas été faits, et à qui, comme Morissette, on demande l'avis de manière assez douteuse quand même, vous avez compris. C'est altruiste pour ceux qui dans 3 mois font peut-être quelque chose, parce que jusqu'ici les études, je ne vous l'ai pas dit là sur les datas, mais les datas c'est qu'au-delà de 3 mois, vous ne savez rien des effets secondaires. On ne les a pas testés. Et vous ne savez rien non plus de l'efficacité sur des variants ou des mutants. Or, jusqu'ici, on a fait un blackout et on a fait semblant, là, tous les médias ont fait non, mais ça n'existe pas les mutants, ça n'existe pas les variants. Fouché, il dit n'importe quoi quand il dit que c'est une deuxième épidémie à variant 4, de Marseille 4, il y a 2 mois et demi. Tiens, c'est marrant, il y a un mutant anglais, il y a un mutant sud-africain, il y a des mutants partout. Et on joue encore sur la peur des gens en disant il y a des mutants, quoi. Non, mais là, moi, je joue pas sur la peur, je dis juste, si vous avez une injection immunogène sur une forme, sur un variant d'il y a 3 mois, je ne sais rien de son efficacité sur le variant qui va arriver dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 mois. Or, ces variants, ils arrivent. On a plusieurs pistes pour savoir comment ils arrivent. Vous avez parlé de l'injection de Karine Lacombe voilà, et du mélange avec le remdesivir. Il y a une des pistes, quoi. Il y a aussi la piste par animale, quoi, en fait, par les boucles chez les visons et des choses comme ça. Mais donc, il y a des variants, quoi. Il y a des mutants. Les mutants, ils sont plus variants que les variants, en fait. Et s'ils sont plus variants que les variants, c'est-à-dire qu'ils seront aussi justement différents sur Spike. Et que votre injection immunogène, justement, elle ne va pas marcher. Je mets encore des risques qui sont les risques de recombinaison liés à l'injection elle-même d'ARN messager, qui peut créer elle-même des nouveaux variants. En fait,
si vous empilez tout ça, je veux dire, vous pouvez prendre chacun des arguments. Un fact-checker, il va prendre chacun des arguments et il peut mettre un poids de probabilité relative. Moi, je veux bien. Mais si vous additionnez toutes ces probabilités relatives, ça vous dit juste, mais primum non nocere, quoi. Oui. Bien sûr qu'il ne faut pas y aller, quoi. La prudence, c'est de ne pas y aller. Mais est-ce que justement, ça, ce sont toutes les réticences vis-à-vis de l'ARN messager en tant que technologie nouvelle et un petit peu méconnue, mais en ce qui concerne les injections qui utilisent un vecteur viral comme AstraZeneca ou comme AstraZeneca ou Sputnik. Joli nom pour eux, hein, l'AstraZeneca. Voilà, oui, d'ailleurs, c'est drôle, ça, sur le plan du symbolisme, c'est assez marrant. Qui est donc d'un côté AstraZeneca ou Sputnik de l'autre, d'un côté avec un adénovirus animal, si j'ai compris, et de l'autre côté un adénovirus humain. Là, les risques ne sont pas les mêmes et on peut peut-être avoir plus confiance ou faut se méfier aussi. Alors, mais en fait, je pense que c'est pareil, c'est pas une question de confiance a priori, quoi. C'est juste, ce que je vous dis là, c'est vrai pour les deux avec ARN messager. Mais effectivement, il y a la piste des ADN avec adénovirus comme vecteur, et puis la piste de virus atténué ou de choses comme ça dont on a beaucoup plus l'habitude. Mais dans ce cas-là, ça va être 5 à 8 ans, et puis tant mieux, c'est une procédure de fabrication habituelle, et là qui passe par les étapes de sécurité, et puis là, on reliera quand même. Mais je pense que pour chacun, il va falloir aller regarder et gratter l'information, quoi. Parce qu'il y a tellement d'argent en jeu, si vous voulez, qu'on serait tenté, à moins de passer sous silence certaines choses ou d'aller un peu plus vite que prévu, d'avoir envie d'y croire, quoi. Ouais. Donc, moi, sur tout ce que vous avez dit, je ne sais pas. C'est la seule chose que je peux dire. Et je vous dis, ne soyez pas ni plus ni moins confiants. C'est pas parce qu'il est russe ou chinois ou américain. Je pense que à la fin, c'est les mêmes crapules. D'accord. Et donc, comment vous voyez un peu la suite des choses là? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une idée? Avec ces histoires de mutants, de variants, de machins. Je réfléchis. Je vois la suite des choses, que les chevaliers de la table ronde sont en train de s'assembler. C'est-à-dire que ceux qui veulent résister sont en train de se mettre autour d'une table et de commencer à travailler ensemble à résister. Que ce soit Peter Doshi, Kamara Abbasi, Fouché, Perron, Toussaint, voilà, tous les autres, quoi, que j'oublie et qui sont très nombreux en fait, et beaucoup plus influents, sont en train d'arriver. Que vous avez au sein du pouvoir même des députés qui ont demandé une commission d'enquête parlementaire sur les conflits d'intérêts dans les choix qui ont été faits. Donc en fait, je pense que c'est en train de se passer, cette prudence, quoi, et cette réaction face à des choses qui vont pas. Donc j'ai du mal à lire l'avenir. D'une part, parce que je pense qu'on dépend en partie de ce qui se passe aux États-Unis, même si on n'est pas américain. En fait, on est américain. Et que pour le moment, il y a quand même, ils sont quasiment en guerre civile, de ce que j'en comprends, quoi. Donc, ça reste très tendu, quoi. Et donc, ça va tendre aussi, si la situation civile intérieure est très tendue, ça va tendre aussi toutes les relations internationales. Voilà. Ce que j'en vois, c'est qu'on est sur vraiment la faillite de l'Union européenne. Et mon espoir, c'est que les gens arrivent à le regarder en face, parce que je pense que là-dessus, il va falloir avancer. Il va falloir proposer autre chose, une autre façon de fonctionner pour cette Union européenne. Ce que j'en vois, c'est que les gens, ils sont dans une très grande souffrance actuellement, au-delà du Covid. Il y a une souffrance sociale, financière, politique, sociétale, relationnelle, artistique, culturelle, qui est extrêmement importante. Mais que dans tous ces domaines-là, des résistants arrivent, des gardiens, quoi, des gens qui cherchent à maintenir justement un peu de vérité ou à chercher le bien commun, quoi. Et ça, c'est plutôt bien. Après, c'est pas sans mal, parce que s'unifier alors qu'on n'est pas tous d'accord sur tout, alors que y a plein de choses qui nous séparent, essayer de trouver ce qui nous rassemble, ça c'est important. Et après, il y a une vraie question pour le moment, c'est la chape de plomb médiatique. Donc ce que vous faites avec les masques, ce que vous faites, ce que d'autres gens font, pour le moment, ça passe par des réseaux qui sont encore tenus par cette même chape de plomb médiatique, ce qui est les médias mainstream, mais aussi les réseaux sociaux, qui appartiennent à des multinationales qui, en fait, sont mouillées dans le système de santé. On pourra en reparler une autre fois, mais c'est toute la transition vers la data-driven health, en fait, qui est en gros la prise de pouvoir sur le système de santé par les industries de la data. Ça, c'est un peu mon domaine aussi, donc je connais bien cette problématique-là. Ça, pour le moment, moi, j'ai pas trouvé de levier, quoi.
je sais pas comment faire. Je suis encore en train de passer par YouTube et Facebook et Twitter et Instagram. Donc, j'aimerais qu'il y ait des geeks, des gens qui se lèvent, qui créent des journaux, des chaînes de télé alternatives, des milliardaires qui rachètent des chaînes de télé, ou qu'il y ait une résistance civile qui fasse qu'il n'y ait plus d'émissions de télé, quoi. Alors ça, voilà, je laisse faire, je ne fais aucun appel à rien, hein. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a quelques petits câbles avec des gros ciseaux, d'une manière ou d'une autre, peuvent largement. Parce que vous allez voir, si juste on arrête de soumettre les gens à la propagande pendant ne serait-ce qu'une semaine, Mm. et ça a déjà eu lieu dans certains livres, hein. Il y a un livre qui s'appelle c'est l'histoire de la Volte, c'est la zone du dehors d'Alain Damasio, Oui. où il décrit ça dans une dystopie. Il décrit que les résistants, à un moment, bim, ils coupent la télé, quoi. Ils prennent le contrôle là-dessus, quoi. C'est un gros moment, en fait, de bascule. Et pour moi, la vraie bascule, elle va être là-dessus, sur la, arrêter cette capture de la narration par les sophistes. Arriver à ce qu'il y ait d'autres gens qui puissent parler. Et puis, elle va être sur être suffisamment nombreux et montrer un futur désirable. Parce que pour sortir du labyrinthe, à mon sens, il ne faut pas revenir en arrière par le fil d'Ariane. Parce que vous vous souvenez, dans l'histoire, il y a le père qui meurt, etc. Et en fait, ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, à mon avis, c'est autre chose. Ce n'est pas le chemin qu'on nous propose vers le néolibéralisme transhumaniste, voilà, techno-industriel. Pour moi, c'est les Khmers blancs, quoi, hein, c'est un totalitarisme qui fait de nous des cobayes d'un système optimisé d'expérience utilisateur de la vie, quoi. Voilà, vous avez des gens qui vont optimiser votre expérience utilisateur de la vie. Bon, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être libre, en fait. Et je pense qu'en plus, la vie, elle est pas faite pour être optimisée dans le confort. C'est au contraire, elle est faite pour que ça frotte, pour qu'on devienne meilleur, pour qu'on sorte le joyau éternel qui est en nous, quoi. Mais bon, voilà, ça va plus loin, quoi. Donc, comment je vois les choses? Je vois les choses que ça nous a ramené sur ici et maintenant, que je suis pas capable de projeter trop loin, et tant mieux. On arrête le plan préétabli, le futur, il dit Philippe Guillemant. C'est un physicien qui s'intéresse au fait que c'est plutôt le futur qui décide du présent que le passé. Et qu'en fait, là, il y a plusieurs futurs qui nous appellent. Et donc, ça fait des sons très discordants et il va falloir choisir à un moment. Il y a une certaine liberté à choisir. Et pour le moment, vous avez une grande masse de gens qui vont partir à l'abattoir, quoi. Moi, je pense, hein, clairement, dont je ne ferai pas partie, ça c'est sûr et certain. Et donc, je conseille à mes amis et ma famille de ne pas faire partie. Après, les autres, ils font bien ce qu'ils veulent, quoi. Donc, pour moi, c'est l'image que j'ai, si je devais en donner une, j'en avais plusieurs, mais elle a un peu évolué ces derniers temps, c'est qu'il y a la pluie qui tombe, quoi. Puis il y a des gens qui regardent la pluie, ils font, ah, il pleut pas mal quand même. Mais bon, ça va s'arrêter, quoi. Puis l'eau monte, c'est le déluge, en fait. Le monde est en train d'être submergé, quoi. Ça y est, les crises systémiques qui sont repliées dans le Covid, mais qui sont en fait toutes les crises de notre système qu'on peut déplier en crise environnementale, en crise sociale, en crise politique, en crise financière, en crise médiatique, en crise scientifique, en crise d'individuation, même personnelle, en crise spirituelle, en fait, sont toutes là en même temps. Et elles arrivent à un point d'orgue, à un moment où elles étaient déjà là, hein, depuis des années et des années. Moi, depuis que je suis né, on est en crise, hein. J'ai 42 ans et depuis que je suis né, on est en crise. Je peux vous dire que voilà, il y a un moment où ça pète, quoi, forcément. Ou en tout cas, si ça pète pas, ça va répéter encore plus fort dans 3 ans, quoi, ou dans 2 ans. Donc il faudrait qu'on comprenne quelque chose, quoi, que bing, ça secoue un peu le logiciel, quoi. Faut dire, non, c'est pas le bon chemin. Donc l'eau monte, puis il y a des gens, ça va, ils vivent avec, quoi. Ils disent non, ça va s'arrêter. C'est bon. Puis il y a de l'eau jusqu'au rez-de-chaussée, puis ils disent non, mais moi vivre au premier, ça me gêne pas. C'est bon, en fait, je peux ramer dans la rue. Bon, je rame un peu plus, quoi, quand je marchais, mais bon, finalement, c'est pas désagréable. On voit un paysage différent. Puis bon, j'avais pas tellement besoin du rez-de-chaussée, quoi. Et puis bon, voilà, eux, ils laissent monter l'eau, quoi. Il y a des gens qui luttent contre l'eau, hein, j'en fais partie, hein, qui essayent d'arrêter l'eau, qu'elle tombe, mais elle tombe quand même, quoi. Ils disent, mais on est en train, et qui disent aux gens, mais c'est le déluge, quoi. Et les gens disent, non, 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 ça va s'arrêter, t'inquiète. Mais au passage, en luttant contre l'eau, on met des paravents, on essaye que la récolte continue, qu'on reste en vie. Et surtout, on met des paravents au-dessus d'autre chose, c'est qu'on est en train de construire un bateau, quoi. Une arche de Noé pour emmener des gens vers autre chose. Cette autre chose, il existe déjà, elle est là-bas, la terre promise, et il y a un rameau d'olivier dessus avec une colombe qui va nous le rapporter. C'est la paix, en fait, c'est la voie de la non-violence. C'est un monde où il y a des écolieux, où il y a des ZAD qui ont bien réussi et qui ont réussi à mettre en place des systèmes démocratiques qui marchent bien et même beaucoup plus intelligents en termes de gouvernance. C'est le low-tech, c'est la réutilisation, le réusage, c'est un intérêt pour l'environnement, mais pas dans la version green tech, quoi, mais dans la version voilà,
plutôt la douche à moi, quoi, des colibris ou des effondristes, quoi, des gens qui sont dans la collapsologie, ou en l'occurrence collapsonautes. Hein. Il s'agit de naviguer l'effondrement. Donc moi, je me prépare à naviguer l'effondrement. Ça fait un moment que je suis prêt déjà. Et puis à emmener des gens avec nous. Et il y a de plus en plus de gens, et les gens, ils viendront à leur tour quand ils prendront conscience. Puis il y a des gens, ils viendront pas. Ils diront non, mais moi je reste dans ma maison de toute manière. Puis ils seront submergés, ils se noieront, quoi. Ou ils vivront sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène qui leur seront vendues par Pfiz et je sais pas qui, quoi, qui leur diront c'est ça la vie, quoi. Mais c'est pas ça la vie, hein. C'est pas de vivre sous l'eau avec une bouteille qui vous est vendue par une multinationale pour avoir juste le droit de vivre, quoi. Et je voudrais dire un tout petit mot en guise de conclusion, c'est que les auditeurs, ils doivent comprendre aussi que les médecins, en fait, là, sont de plus en plus sur une ligne rouge. Le code de déontologie a changé en fait par un décret fin décembre qui limite encore la liberté de parole. C'est-à-dire que toutes les paroles que je porte là, elles sont déjà sur une ligne rouge complexe en fait à tenir. Pour moi, il y a une vraie stratégie d'équilibre. On verra bien. Mais ce qui me donne de la force, c'est d'avoir des gens derrière. Et c'est d'avoir plusieurs casquettes justement, de cultiver cette ambiguïté. Je ne suis pas que médecin. Je suis aussi porte-parole d'un collectif citoyen. Je suis aussi chercheur quelque part, parce que je continue. Normalement, je devais faire une thèse de science sur l'anthropologie de la technique. Je ne l'ai pas fait parce que en fait, le Covid est arrivé et voilà quoi. Mais ça fait partie de mes champs de recherche que je continue à nourrir, quoi. Donc, éteignez la télé, éteignez votre téléphone portable, sauf pour appeler les gens que vous aimez. Ne croyez pas à ce que vous dit le big data et l'interprétation algorithmique du big data, ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que vous touchez, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et reprenez contact avec le réel pour justement prendre soin de vous, d'abord, prendre soin des autres autour, ceux que vous aimez et surtout ceux que vous n'aimez pas. En fait, ils ont besoin d'empathie. Si vous leur rentrez dedans, il n'y a aucune chance que vous arriviez à les convaincre de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui fait de la communication non violente, qui s'appelle Thomas Dansbourg, qui dit ça. Il dit à personne qui a envie d'être un con vaincu. Et donc voilà, n'essayez pas de convaincre. En fait, soyez juste exemplaire en fait en termes de posture, une posture de non-violence, une posture de curiosité intellectuelle. Et puis partagez les récoltes, partagez les pépites. En fait, les 4 choses que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle les éthiques de la permaculture. Et ça s'applique assez bien aujourd'hui à tout ce qu'on vit.